Au sommaire de ce journal, les pharmaciens en grève pour protester contre un projet de loi porté par le gouvernement. Il prévoit de diviser par 2 le plafond des remises commerciales accordées par les laboratoires sur les médicaments génériques. En Moselle, une centaine d'officines ont déjà baissé le rideau. La communauté d'agglomération de Sarreguemines adopte son tout premier contrat local de santé. Un plan d'action qui comprend 19 mesures structurées autour de 3 priorités: la prévention, l'accès aux soins et la promotion d'un environnement favorable à la santé. La signature officielle est attendue le 9 juillet. Moins jeté pour moins payé, le conseil communautaire de la CCPB vote l'instauration d'une redevance incitative pour les ordures ménagères. À partir du 1er janvier 2026, chacun paiera selon la quantité de déchets qu'il produit. Et toujours côté politique, les finances étaient au cœur des débats lors du dernier conseil municipal de Sarreguemines. Le vote du compte financier unique du budget principal a permis aux membres de l'opposition de faire entendre leurs désaccords, mais sans surprise, l'ensemble des points présentés a été approuvé à une écrasante majorité. Aller à l'école en utilisant des modes de transport non polluants, un défi auquel se sont prêtés 500 élèves de l'agglomération de Sarreguemines. À l'école primaire de Ambarroth, 73% des élèves ont suivi la tendance. L'établissement termine à la première place du classement du Grand Est. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après le JT, on vous emmène à la découverte de logements insolites en Moselle, dans un château, dans un rocher, dans les vignes ou encore au cœur d'un ouvrage de la ligne Maginot. Notre département regorge de lieux originaux qui font le bonheur des touristes venus du monde entier. On commence ce journal avec la grève des pharmaciens, vent debout contre un nouveau projet de loi. Le gouvernement veut réduire le plafond des remises que les laboratoires peuvent accorder aux pharmacies pour l'achat de médicaments génériques. Cette limite est fixée par le Code de la sécurité sociale. À l'origine, cette mesure visait à encourager les officines à privilégier les médicaments génériques. Camille Henriot a suivi la mobilisation dans une pharmacie de Sarreguemines. Un appel à la grève illimitée lancé dès le 1er juillet dans toutes les pharmacies de France. Cette officine sarregueminoise a rejoint le mouvement de protestation nationale. Au cœur des inquiétudes, la baisse du plafond de remise commerciale sur les médicaments génériques. Donc la remise du générique, elle est donnée par le laboratoire directement à nous. Donc en fait, ça n'impacte pas l'État. Donc on ne voit pas pourquoi ils se mobilisent là-dessus. Parce qu'à terme, ça mettra en péril du coup les officines, notamment pour la viabilité. Et là, par exemple, on a un exemple. Donc, depuis peu, le Xarelto, qui est l'original, le princeps du médicament, a été génériqué. Donc la Sécu, avant, elle le payait 50 €. Et maintenant, grâce au générique, elle économise 30 € puisqu'il est vendu plus que 22 €, ce générique. Et du coup, il y a le tiers payant direct. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avance de frais si le patient accepte d'avoir ce générique à la délivrance tous les mois. Dans son nouveau projet de loi, le gouvernement souhaite abaisser le plafond de remise commerciale de 40 à 20% sur les médicaments génériques. Ça va impacter tout le fonctionnement de l'officine et la santé de demain, notamment du coup par cette baisse de remise qui permettait de faire vivre l'officine, la pharmacie. Alors elle va impacter notamment au niveau de la masse salariale, donc on devra peut-être amener à licencier. Les petites pharmacies peut-être devront même être amenées à fermer, puisque certaines ne vivaient notamment que par du générique, puisqu'elles avaient de nombreux EHPAD à gérer avec que du médicament générique dans les piluliers, et du coup elles seront amenées à fermer. Donc vraiment, c'est fermeture des pharmacies, licenciement. Donc c'est vraiment toute l'économie de l'officine qui est en jeu. Mais c'est surtout pour nos patients. Demain, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ils n'auront peut-être plus leurs médicaments, même antidiabétiques, comme les nombreuses ruptures. Mais aussi, peut-être, on va être amené à plus faire le tiers payant directement. Donc ils devront avancer les frais à la pharmacie et être remboursés a posteriori par la caisse. Et du coup, ce qui peut impliquer notamment des avances de frais jusqu'à 7 000 € par mois pour certains patients qui ont des médicaments très onéreux. Donc nous, on se mobilise notamment par une grève des gardes, du coup à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre illimité. En Moselle, une centaine de pharmacies sont en grève le mardi 1er juillet selon le syndicat FSPF, Fédération des pharmaciens d'officine. Et sachez que suite à ce mouvement de grève, la mesure du baisse de générique a été suspendue jusqu'à fin août. Une première victoire pour les pharmaciens qui restent cependant mobilisés. Attirer de nouveaux médecins, réduire les délais pour obtenir un rendez-vous, mieux accompagner la santé mentale des jeunes. Autant de défis auxquels l'agglomération de Sarreguemines est confrontée. Pour y répondre à la demande de l'Agence régionale de santé, la CASC lance son tout premier contrat local de santé. Après un an de concertation, des diagnostics sur le terrain et l'analyse des besoins,
19 actions concrètes ont été définies autour de 3 grands axes: prévention, accès aux soins et promotion d'un environnement favorable à la santé. Nous avons tendu notre micro au vice-président de la CASC à l'issue de la dernière réunion de travail avant la présentation aux élus. Il nous détaille les priorités retenues parmi ces actions. Écoutez. Je prends un exemple par rapport aux personnes âgées, avec un suivi un peu plus particulier qui est fait par les hôpitaux de Sarreguemines pour aider, après l'hospitalisation, le retour de ces personnes chez eux au domicile. Il y aura aussi une grande mission vis-à-vis des jeunes, de la lutte contre les différentes polyaddictions qui existent. Donc là, pareil, que ce soit en termes de sexualité, en termes d'addiction aux écrans, en termes d'addiction aux drogues, à l'alcool, etc. Je crois que les champs des possibles sont extrêmement importants. Notre difficulté à nous, par contre, ça va être de les prioriser. On ne pourra pas tout faire. Et l'une des urgences, c'est justement l'accueil des professionnels de santé, de médecins généralistes sur le territoire. Et là, il va falloir réfléchir pour la collectivité sur la meilleure manière possible pour pouvoir les attirer sur notre territoire et les faire rester sur notre territoire. Il y a une pyramide des âges des personnels de santé qui est vieillissante. On sait que beaucoup vont partir à la retraite dans les années à venir. On sait qu'il faut tout faire pour favoriser la venue de nouveaux partenaires et faire en sorte qu'ils se maintiennent sur le territoire. Pour la majorité des actions qui seront proposées, c'est vraiment des choses qui devront courir sur l'année 2025 à 2030. Donc charge pour nous de les prioriser, charge pour nous aussi de trouver les partenaires, les financeurs et tous ceux qui pourront faire avancer ces questions de santé sur le territoire. Tous les ans, nous allons évaluer la pertinence des choix que nous avons d'ores et déjà faits et puis nous allons effectivement voir aussi s'il y a d'autres priorités qui seront nécessaires. Retour maintenant sur le dernier conseil communautaire de la CCPB. Thibaut, tu y as assisté. Parmi les points débattus par les élus, il y avait la facturation du ramassage des ordures ménagères. Et oui, il s'agit de la redevance incitative. Je rappelle le contexte. La CCPB dispose pour le moment d'une TEOM, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pendant un an, une expérimentation sur une REOMI, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative, a été menée, notamment avec des factures blanches auprès des usagers. Le point du jour portait bien sur l'instauration de cette redevance à partir du 1er janvier 2026 pour les 46 communes de la CCPB. Une grille des tarifs a donc été mise en place? Oui, elle servira de cadre de référence pour la facturation lors du lancement, à chaque fois différente bien sûr en fonction du type de logement, individuel, regroupement, collectif, résidence secondaire ou encore professionnelle. Et si on se concentre sur l'individuel, il y a donc une part fixe et une part variable en fonction du nombre de levées. Pour un foyer de 1 à 2 personnes, la part fixe est de 234 €, incluant 13 levées, 339 € pour 3 à 4 personnes et 444 € pour 5 personnes et plus. Il y a ensuite la part variable de la 14e levée à la 19e levée, 2,30 € pour 1 à 2 personnes, 4,60 € pour 3 à 4 personnes et 6,80 € pour 5 personnes et plus. Et enfin, la dernière part variable, si on a la 20e levée et plus, 5 € pour 1 à 2 personnes, 9 € pour 3 à 4 personnes et enfin 14 € pour 5 personnes et plus. La grille tarifaire complète est à retrouver sur le site de la CCPB dans l'onglet ordures ménagères. La facturation sera semestrielle, la première en juillet 2026 et la deuxième en janvier 2027. Le règlement de facturation est encore en cours de réalisation et une fois finalisé, il sera mis à disposition des usagers. Et ce point, Thibaut, a fait débat avant son vote dans la salle du Conseil. Et oui, je vous propose du coup d'écouter une partie des échanges qui ont eu lieu. Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et rien n'est réglé. Aujourd'hui, dans la note de synthèse, moi je ne retrouve pas l'histoire des couches, je ne retrouve pas l'histoire des cadenas, je ne retrouve pas de règlement, je ne retrouve pas un certain nombre de choses. Vous prétendez vous être inspiré de Sarrebourg, ok, apparemment ça marche là-bas, mais curieusement, vous n'avez pas fait de tarif pour une personne. J'ai du mal à comprendre pour une solution qui économiquement doit être bonne pour le contribuable, on a mis 5 ans. 5 ans pour mettre ça en place. Une des dernières réunions, nous devons délibérer pour aller dans ce sens et céder un héritage à une future mandature. Les plus beaux projets se font sur le long terme. J'ai 5 ans à désentêter la communauté de communes. 5 ans à lancer des projets attendus, les collèges, les pistes cyclables, les restructurations à la fois sur la question bâtimentaire. 5 ans où nous travaillons d'arrache-pied pour développer l'offre à l'égard des familles. 5 ans où nous avions tous l'espoir de travailler autour d'un projet et de pouvoir à un moment donné convaincre les uns et les autres que nous sommes au service du territoire et de nos habitants. Moi, je suis plutôt résigné
de devoir constater que nous avons aujourd'hui une attitude un peu politique qui, de toute manière, peu importe ce que nous faisons, est contre. À la fois, on ne va pas assez vite, et ensuite, on nous dit « vous allez trop vite ». Et donc, je crois que sur la question des ordures ménagères, on a pris le temps. Aujourd'hui, vous payez, non pas en fonction du nombre de poubelles, vous payez en fonction d'un forfait. Que vous la sortiez ou que vous la rentriez, ou que vous la touchiez pas, ou que vous l'oubliez, vous payez. Et sur la question de la redevance, nous ne serons jamais d'accord. Vous êtes contre le principe, et cela se respecte. Mais de là à dire que les choses n'ont pas été regardées, analysées, enfin je veux dire, ça a été regardé sous toutes les coutures, en haut, en bas, devant, derrière, et on n'invente rien. Le point est passé avec 9 voix contre et 7 abstentions. Et parmi les autres points débattus, Thibault, il y avait le vote de statut de société publique locale pour l'Office de tourisme. Oui, un point qui a essuyé un grand rejet de la part des conseillers communautaires. La direction de l'Office du tourisme du Pays de Bitche a sollicité une évolution statutaire. Elle a actuellement un statut de PIC, établissement public industriel et commerciaux, et elle souhaitait passer en SPL, société publique locale. La gouvernance serait faite par un conseil d'administration avec des représentants des collectivités territoriales actionnaires, donc la CCPB et plusieurs autres communes volontaires, jusqu'à 18 membres, un comité technique ainsi qu'un président. Résultat du vote à bulletin secret, 34 voix contre, 24 pour, 2 blancs et 1 nul. Tu voulais aborder d'autres points qui ont été votés ? Oui, quelques-uns. Le rapport d'activité 2024 concernant les ordures ménagères a été révélé. Une réduction de 23% des tonnages d'ordures ménagères résiduelles a été constatée et donc une augmentation de 23% des tonnages de collecte sélective. Le rapport évoque une amélioration notable des pratiques de tri des usagers. Autre point, le service d'assainissement pour le territoire des communes de Rimelin, Herschin, Bettevillers et Petit-Ré-d'Herschin. Elle sera transférée au SDEA. Il est actuellement assuré par la régie d'assainissement de la communauté de communes du Pays de Bitche. Et enfin, pour renforcer l'offre de soins sur le Pays de Bitche, un centre de santé départemental à Bitche sera créé en partenariat avec le département de la Moselle dans une extension qui sera réalisée au bâtiment Aigné. Merci beaucoup Thibault pour ce compte-rendu. Et puis autre priorité de la communauté de communes du Pays de Bitche, développer l'économie locale. Pour cela, elle a organisé un nouveau petit-déj éco, cette fois dédié à la filière bois. Plusieurs entreprises locales ont répondu présentes pour échanger et découvrir les aides dont elles peuvent bénéficier. Voyez ce reportage d'Emilia Zell. Café, petits pains et gâteaux réunis pour un petit déjeuner professionnel au moulin d'Eschviller. La CCPB a organisé un petit-déj éco pour la première fois dédié à la filière bois. Cette entreprise était réunie autour de la table. Durant la matinée, 2 aides cofinancées par la CCPB ont été présentées aux professionnels. AMI 57 est porté par le département pour soutenir les entreprises dans l'investissement immobilier. Accord est porté par la région pour accompagner les commerces en ruralité et moderniser les locaux commerciaux. Ceux qui apprennent 2 apprentis, j'en ai 5, 6 sont déjà un gamin. Qu'on aille chez Pierre Schaeffer en disant bah, écoute, on a un gamin à te proposer, tu nous ouvres une filiale, entre guillemets, théorique, parce qu'un atelier, on n'en a pas besoin, chacun a son atelier. Un groupe de travail va être créé pour réfléchir à un projet de création d'une classe théorique à Sarreguemines afin de développer les formations sur le secteur. La filière du bois fait face à un manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas forcément le travail qui manque, c'est plutôt de la ressource humaine, c'est-à-dire des apprentis et puis également des techniciens supérieurs, et également des ingénieurs. Donc l'idée un petit peu, c'est de se concerter tous ensemble pour trouver des solutions pour pouvoir recruter. Pour beaucoup, participer à cette rencontre est important pour la filière. La filière bois est très petite dans notre région. Et je me suis dit, je fais partie de ces acteurs, autant y aller, prendre un peu la température, qu'est-ce qui s'y dit. Finalement, je ne suis pas déçu, parce que oui, on parle d'un sujet très important qui est la transmission du savoir-faire. Et c'est ce que je trouve qui est le plus important finalement dans notre métier, au-delà du côté gagne-pain que génère notre activité. Les étudiants du programme Design des Mondes Forestiers ont également participé à une partie de la réunion où ils ont fait un résumé de leur travail, apprécié par les artisans. Il y a des beaux projets qui ont été bien travaillés déjà, donc a priori les étudiants ont déjà bien bossé sur 10 mois de projet. Lors de cette rencontre entre professionnels, étudiants et élus, il a également été proposé de créer une appellation de menuisier valable pour les fabricants et pas pour les poseurs.
On continue à parler politique. Après le dernier conseil communautaire de la CCPB, focus maintenant sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. Guillaume, tu y es assisté. Qu'est-ce qui a retenu ton attention ? Alors les discussions n'ont quasiment porté que sur un seul point, le compte financier unique du budget principal. Mais avant d'aborder ce sujet, je souhaite évoquer d'autres points d'intérêt. La carte scolaire pour la prochaine rentrée, notamment à Sarreguemines. 3 postes d'enseignants devraient être supprimés à la rentrée, à l'école primaire de Neunkirch, à celle du Bloberg et à celle des Faïenceries, en sachant que la municipalité n'a pas encore rendu les armes, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. On a encore bon espoir de pouvoir maintenir le 12e poste des faïenceries avant la rentrée. Mais bon, à ce jour, nous avons 3 retraits qui ont été confirmés. Réponse définitive à la rentrée. Et il me semble que tu voulais aussi parler de la casque. Alors, dans une chronique consacrée au conseil municipal de Sarreguemines, ça peut sembler assez anachronique. Oui, c'est un peu original, mais les conseils municipaux des communes situées sur le territoire de l'Interco doivent approuver la future composition du conseil communautaire. Alors il y a 2 scénarios possibles, soit la casque reste à 80 conseillers communautaires, soit elle passe à 70. Le maire de Sarreguemines a indiqué aux élus quelle option avait sa préférence. Je vous propose de l'écouter. Choisir l'option différente, celle des 70 sièges, eh bien, améliorer un tout petit peu la proportion, le ratio de Sarreguemines dans l'Assemblée, mais assurément ferait perdre en esprit communautaire. Nous choisissons donc pleinement l'esprit communautaire, l'intérêt général, la solidarité, plutôt que la loi, simplement des chiffres. Voilà, donc statu quo pour continuer à construire notre territoire mieux, ensemble. C'est la première option qui a été votée à l'unanimité par les membres du conseil municipal de Sarreguemines. Puis on aimerait à présent que tu nous parles des comptes financiers uniques. Eh oui, on y va. Alors le premier adjoint au maire, Jean-Marc Schwartz, en charge des finances de la municipalité, a présenté les résultats cumulés 2024. En investissement, le bilan est de moins 3 423 000 euros. En fonctionnement, de plus 5 674 000 euros, ce qui nous donne un total cumulé de plus 2 251 000 euros. Mais au-delà des chiffres, l'intérêt de cette présentation du compte financier unique était l'occasion pour les membres de l'opposition de valider ou non la politique municipale menée l'année dernière, voire au-delà. D'habitude, c'est Jean-Marc Schwartz qui compare les villes de Sarreguemines et Forbach, l'occasion pour lui d'indiquer ce que chacune de ces 2 communes touche en dotation de la part de l'État alors qu'elles ont un nombre d'habitants quasi similaire. Cette semaine, c'est l'élu d'opposition François Bourbeau qui a effectué une comparaison entre les 2 villes. Écoutons-le. L'aide aux associations n'a baissé que de 19,1% à Forbach, alors que chez nous, elle a baissé de 28%. Donc il semble qu'en matière de gestion de la dépense, Forbach soit un peu meilleur que nous. On ne compare pas les mêmes choses, vous comparez des choses qui sont différentes. La question de l'augmentation ou de la baisse devrait prendre en compte les montants en tant que tels, parce que même en baissant de temps, j'aimerais bien qu'on compare les montants en tant que tels. Parce que, évidemment, dans certains cas, si on regarde, et là aussi, qu'est-ce qu'on met dedans, quelles associations, etc. Alors François Bourbeau n'en est pas resté là. Il avait aussi une autre critique à formuler. Il s'étonne qu'en matière d'animation et de communication, Facebook et radio, la ville de Sarreguemines fasse appel aux mêmes prestataires. Voilà, entre 2017 et juin 2024, il a été facturé à la mairie de Sarreguemines, via ces 2 entités, 140 000 euros, 427 pour être précis. Assez virulente, il se demande, je le cite, si le code de la commande publique est respecté à Sarreguemines. Visiblement, au sein du conseil municipal, il est le seul à en douter. Sur tous les points que vous avez évoqués, on respecte la loi. Pour la transmission des documents et pour tout le reste, on respecte la loi. S'il fallait aller à chaque fois dans la précision de détail que vous demandez, au-delà de ce que la loi quelquefois exige, eh bien, en termes de ressources en personnel, on ferait exploser les augmentations. Je suis membre aussi de la commission des achats publics et puis je peux témoigner qu'on est libre de poser toutes les questions qu'on veut et on a toujours des réponses et j'ai vu aucune irrégularité ou même une approche qui pourrait sembler suspicieuse. Compte tenu des critiques qu'il a formulées, on imagine que François Bourbeau a voté contre le compte financier unique du budget principal, Guillaume. Oui, et une deuxième personne a voté contre également, en l'occurrence Bernadette Hilpert. Je vous propose de l'écouter pour en connaître les raisons. Pour nous,
Pour les choix de recours au privé pour les services publics, je me suis déjà exprimée, et le manque de réalisation sociale forte, ça nous amène à voter contre. Par contre, il n'y a pas de contestation de notre part ou de doute sur l'aspect gestionnaire. Nous faisons confiance. À noter que Marc Feld, qui avait la procuration de Nicole Müller-Becker, a voté pour, estimant que la municipalité a fait des efforts en 2024 pour contenir les dépenses. Et c'est ainsi, Tristan, que ma chronique se termine. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce compte-rendu et pour cette synthèse. On prend maintenant des nouvelles du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel. Le représentant de l'État était en visite à Schweyen avec l'équipe municipale. Il a fait le point sur les projets à venir. Il en a également profité pour visiter l'entreprise CMS située juste à côté. Thibaut Desmerlet était à ses côtés. Redonner de la vie et de l'attractivité au centre-bourg de Schweyen, un but que l'équipe municipale souhaite à tout prix accomplir en réhabilitant les murs de l'ancienne école. Les épiceries et le restaurant ont fermé depuis un certain temps. Le nouveau projet est d'installer un café multiservice. Il est déjà bien avancé. Les travaux vont commencer très prochainement. L'école qui est actuellement, elle est vide, à la place que ça se transforme en friche et qu'on ne fasse rien avec, on a dit qu'il faut faire quelque chose dans ce bâtiment, c'est le cœur du village, donc on s'est dit, ben tiens, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un café multiservice? Enfin, on veut essayer vraiment que ça soit vraiment le lieu de rencontre, le lieu de vie pour Schweyen et pour toutes les communes voisines. Un projet qui est important pour nos communes rurales, un besoin qui est exprimé par la population pour avoir ce type d'aménités rurales, c'est-à-dire de services ruraux comme avant. L'équipe municipale et l'engagement qui est fait par chacun et chacune méritent d'être reconnus. Un projet qui coûte 670 000 €, subventionné à plus de 70%, notamment par l'État, la région et le département. 2 salles de classe seront aussi mises à disposition pour les associations et l'organisation d'événements culturels. C'est très important que dans nos communes rurales, on préserve l'intergénérationnel, des lieux de loisirs et de rencontres pour nos aînés comme pour nos jeunes. L'aide de l'État sera apportée. L'ouverture est prévue dans un an. Le sous-préfet s'est aussi déplacé dans les locaux de l'entreprise locale CMS, fabricant de machines spéciales et de moyens de production sur mesure. La structure compte une centaine de salariés, mais elle fait face à des difficultés de recrutement. C'est difficile parce que dans les zones rurales, trouver des gens qualifiés et des jeunes qui sont prêts à rester et à s'investir dans les zones rurales, c'est quand même relativement difficile. J'ai dit aux dirigeants que c'était un sujet que j'allais prendre à bras-le-corps, que j'allais voir avec les équipes de France Travail et qu'on allait effectivement leur proposer des modalités de recourir à un vivier sur les différents métiers que propose cette PME. L'entreprise forme actuellement des alternants dans le but de les garder. La municipalité souhaite également rénover la caserne des sapeurs-pompiers et y ajouter une extension pour accueillir l'atelier municipal et un local pour les arboriculteurs. À l'approche des municipales de 2026, l'heure est au bilan pour la commune de Rayerswiller. Pour mettre en valeur ses réalisations, la mairie multiplie les inaugurations au programme rénovation énergétique de plusieurs bâtiments, modernisation de l'aire de jeu du village et installation de sanitaires sur la place des Fêtes. Les détails avec Emilia Zell. 2, 3, on y va. Voilà. Un après les autres, les projets réalisés durant ce mandat sont officiellement inaugurés. La commune de Rayerswiller a souhaité faire d'une pierre deux coups. Elle a mis l'accent sur la réduction des dépenses énergétiques, la modernisation des espaces communaux et la préservation du cadre de vie des habitants. En fait, présenter tous ces projets aujourd'hui aux habitants, c'est en fait des projets qu'on ne voit pas forcément. On ne voit pas forcément la réalisation. Alors certains projets, comme l'éclairage de la salle, est visible puisque les habitants passent par la salle. Mais par exemple, des projets comme la rénovation énergétique des salles de classe et de la mairie avec les archives municipales qui ont aussi bénéficié du changement des fenêtres, ne sont pas forcément visibles par les habitants. Parmi les nombreux projets, on peut citer la rénovation du parking central en 2020, la création d'un jardin du souvenir en 2021, la sécurisation des arrêts de bus et la création de trottoirs en 2023. Ont aussi été mis aux normes ERP certains bâtiments communaux, de nouveaux sanitaires ont été créés à la place des Fêtes et de 2021 à 2022, l'aire de jeu a été rénovée.
Donc nous avons souhaité rénover cette aire de jeu et le rendre en sécurité pour les enfants. Et donc nous avons, pareil, avec l'aide du conseil municipal, sur quasiment tous les projets dont je vous ai cités, le conseil municipal était présent et a participé à l'élaboration de ces différents projets. Parmi ces réalisations, plusieurs ont obtenu des subventions de l'État, de la région et ou du département. Le conseil municipal a mis la main à la pâte à de nombreuses reprises, comme pour l'aire de jeu ou les sanitaires Place des Fêtes. C'est souvent une manière pour les communes rurales d'économiser. Par ce biais, les demandes de subventions sont aussi parfois moins élevées. L'État ou les collectivités, à un moment donné, ne pourront pas tout subventionner. Nous, on était sur un dispositif qui s'appelle Moselle Ambition pour aider Reyersviller. Et c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, en fait, nos enveloppes elles font de soleil. Et donc, effectivement, il va falloir chercher des solutions un petit peu partout. Et nous pensons qu'effectivement, comme ils le font à Reyersviller, aller chercher des solutions dans la solidarité, dans la dynamique de l'équipe, c'est la solution. Le conseil municipal de Reyersviller a encore quelques projets à terminer ou entreprendre avant la fin du mandat actuel. Au chapitre éducation, aller à l'école sans voiture, c'est le pari relevé par 12 établissements de l'agglomération de Sarreguemines. Pendant un mois, les élèves ont troqué les trajets motorisés pour des modes de transport respectueux de l'environnement. Un défi baptisé « À l'école, j'y vais autrement » avec un objectif simple, adopter de bons réflexes dès le plus jeune âge. À Marotte, les élèves ont relevé le défi haut la main. L'école est arrivée première du Grand Est. Regardez. Ils sont venus à l'école à pied, à vélo ou en trottinette et ils en sont fiers. Toutes mes félicitations, monsieur le directeur, pour votre premier prix au niveau de la région Grand Est pour le défi J'y vais à l'école. Merci bien. Allez, Chez certains, les bonnes habitudes semblent déjà bien installées. Je pense que je vais plus souvent venir à pied ou en vélo et je vais moins polluer la planète. Avant, je venais pas très souvent à pied ou en vélo. Maintenant, je venais un peu plus souvent et le matin, ça me faisait du bien de sentir l'air quand il faisait frais. Le vélo, ça nous muscle les jambes et ça pollue moins la planète. Pendant tout le mois de mai, l'établissement a comptabilisé chaque trajet non polluant effectué par ses élèves. Résultat, 73% d'entre eux ont utilisé un mode de transport doux, un score qui propulse l'école à la première place du classement régional sur 140 établissements. Traditionnellement, on a beaucoup d'élèves qui viennent à vélo. Donc quand le défi a été lancé, je me suis dit, tiens, on va essayer de relancer tous les autres aussi. Ils ont très bien joué le jeu et il y a beaucoup de journées où sur mes 15 élèves, j'avais 14 vélos qui étaient là. On a encore à peu près 60% des élèves qui viennent à vélo ou à trottinette. Ce défi s'inscrit dans une démarche éducative portée par la CASC en lien avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je disais que c'était une continuité de notre programme EDD, Éducation Développement Durable, que nous portons déjà maintenant depuis de nombreuses années. Et effectivement, l'idée c'est de continuer, de dupliquer ce défi pour aller au travail avec des modes de déplacement doux et continuer bien sûr avec les écoles. Au total, près de 500 enfants dans 12 écoles de la communauté d'agglomération de Sarreguemines ont participé à cette première édition. Eux aussi ont été récompensés pour leurs résultats. Des élèves du cross du collège de Bitche se sont vus remettre un prix après leur victoire au championnat de France en mars dernier près de Paris. 2 équipes représentaient l'établissement, une équipe dite standard et une équipe de sport partagé. C'est cette dernière qui a terminé première. Elle est composée de 2 élèves valides et de 2 élèves en situation de handicap. Et côté foot, le suspense est à son comble au Sarreguemines FC. Relégué en Régional 1, le club devrait bientôt savoir s'il pourra réintégrer le championnat de National 3 cet été. Pour rappel, la direction a demandé à la Fédération française de football une victoire sur tapis vert pour non-respect du règlement lors du match face à la réserve du FC Sochaux le 12 avril. Les dirigeants du club ont eu un entretien hier avec la commission d'appel. Le verdict est attendu d'ici 15 jours. On vous l'annonçait en début de semaine, la billetterie de la prochaine saison culturelle de Sarreguemines est ouverte depuis ce mardi. Un démarrage prometteur avec plus de 2000 billets vendus en ligne et à l'hôtel de ville. Écoutez les précisions de Christine Marchal, adjointe au maire de Sarreguemines.
Alors, la saison culturelle 2025-2026 a débuté hier avec la vente des abonnements et pour l'instant, on est ravis des premiers résultats de chiffres, si vous voulez, puisque nous avons, je crois, autour de 430 abonnés quand même qui se sont soit inscrits en ligne, soit ici physiquement à l'hôtel de ville. Clairement, là, la canicule a joué, c'est certain, peut-être moins de présence, mais en tout cas, je pense qu'on est pas mal parce qu'on a déjà un quota de billets vendus autour de 3000, il me semble. La pièce qui marche le mieux, c'est Mon jour de chance. Alors là, il reste vraiment pas beaucoup de place, on est presque complet. Il y a aussi 12 hommes en colère qui marche très très bien, et puis un humoriste, Yann Marguet. Enfin, voilà, c'est notre trio de tête pour l'instant. Propos recueillis par Sarah Haenel et Alban Valogne. Dans un instant, notre mini-série d'été consacrée au logement insolite en Moselle. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, le soleil sera de retour pour demain et notre département sortira enfin de l'épisode caniculaire. Les minimales vont bien redescendre, ce qui va nous permettre d'aérer les maisons avec 14 à 16 degrés et les maximales iront de 26 à 27 degrés en journée. Demain nous fêtons les Florents et il fera jour de 5h33 à 21h38. Passez tous une belle journée et à demain. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. La Moselle regorge de logements insolites. Voici une sélection de gîtes originaux. Direction Lutange, Ancy-sur-Moselle, Rodemack et Campliche pour aller à la rencontre de passionnés qui ont décidé de miser sur le département pour y accueillir des touristes du monde entier. Regardez. Comment ça a toujours été l'entrée principale du château et surtout du château fort, avec la particularité des portes en quinconce permettant de défendre le château et surtout les pierres d'entrée qui ne sont pas usées mais qui sont taillées en forme d'entonnoir afin de pouvoir ébouillanter les pieds des assaillants. Fierté du patrimoine lutangeois, ce château du XIVe siècle était à l'abandon depuis plusieurs années, jusqu'au moment où des bénévoles ont choisi de le rénover. Tout s'était effondré. Et c'est en 1966, comme le rappelle la plaque commémorative, que la commune a acquis le château et que des bénévoles ont retroussé leurs manches pour pouvoir rebâtir le château tel que vous le voyez maintenant. De nombreuses parties ont depuis été classées au titre des monuments historiques. Attirer des visiteurs et faire vivre le château jusque dans ses murs, voilà l'objectif. 2,5 millions d'euros ont été débloqués en 2022 pour y aménager un gîte. On a voulu vraiment donner
un aspect de modernité au gîte, pour qu'il soit accueillant pour tout le monde, mais en conservant vraiment des traces du passé, notamment cette cheminée, notamment les diverses photos qu'on a pu poser, qui retraçaient un peu, et puis le puits qui était initialement présent et qu'on a voulu conserver, qu'on a voulu mettre en valeur. Il y a une partie qui a été conservée, qui était ce qui restait de la tour, et il y a une partie qui a été reconstruite avec un mélange d'anciens murs, de béton. Cette chambre disponible pour 18 couchages et jusqu'à 100 personnes accueillies dans la salle des fêtes. À l'extérieur, d'autres aménagements sont en cours. Le terrain de boules, le terrain de jeu, l'aire de pique-nique. Là, on est au droit de l'emplacement de la future scène, donc qui sera une scène en bois de plein pied. Et face à cette scène, donc dans le talus, on va aménager 3 rangées de gradins. Une aubaine pour la fête du village programmée début juillet, mais pas question de s'ennuyer le reste de l'été. Donc tous les jeudis de cet été, il y aura des animations, de la restauration, et on accueillera des gens jusque tard dans la nuit. De quoi favoriser le tourisme local. Mais le château a encore un dernier secret, son escape game bien gardé dans le donjon pour déterrer les mystères de la famille Attel, ancienne propriétaire des lieux. 700 ans d'histoire à explorer, même dans vos rêves. Donc là, on arrive dans les chambres d'hôtes qui sont proposées sur le domaine. Donc c'est 2 hébergements qu'on a ouverts en même temps que la construction du bâtiment, donc en 2020. S'offrir un lever ou un coucher de soleil depuis son lit, voilà la parenthèse insolite que propose Ève sur son domaine. L'objectif, c'était d'avoir vraiment l'impression d'être immergé complètement dans le vignoble. Donc vous avez le lit qui est juste là et qui vous le réveillez le matin avec le vue sur la vigne, et ça prolonge vraiment l'expérience touristique finalement d'être directement dans le vignoble. Installée depuis 1983, Ève a investi 700 000 € pour construire ce bâtiment et notamment ses 2 chambres entièrement en bois. Son objectif, se diversifier, mais surtout développer l'œnotourisme. Les logements sur le domaine, c'est la continuité en fait de ce qu'on propose aux gens quand ils viennent découvrir le vignoble de l'AOC-Moselle. Et ça nous permet de mieux expliquer notre travail. Et c'est une offre en fait qu'on a peu sur notre secteur en Moselle. Donc en termes d'œnotourisme, c'était intéressant de pouvoir continuer le fait d'avoir dégusté les vins, de voir comment ils sont produits, où ils sont produits et pouvoir y rester dormir. Une halte plus que la bienvenue pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les cyclistes ou les simples touristes de passage dans la région. L'occasion de se ressourcer, déguster quelques bons vins et découvrir le fonctionnement de l'exploitation, bref, voyager différemment. Dans la ruelle de la Forge, on y trouve un hébergement assez insolite. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? En plein cœur de la cité médiévale, Sylvie et Olivier ont pensé et conçu ce gîte ancré dans les remparts du château. Sur la partie droite, vous voyez les fondations du mur de la citadelle de Rodemack. Et à gauche, c'est le rocher sur lequel s'appuient ces fondations. On est au pied de la citadelle. Je pense que si on creuse un petit peu la roche, on va se retrouver dans la cour de la citadelle. Ce qui est d'insolite, c'est ce qui se trouve derrière moi. On est adossé à une roche qui fait plus de 8 mètres de haut, qui constitue les remparts de la citadelle du XVIe siècle de Rodemack. Et donc on retrouve cette roche à différents endroits. On a un grand mur ici, on a quelques petits bouts répartis dans l'ensemble du logement, et on a cet espace ouvert comme un toit cathédrale qui fait tout le charme du gîte. Une aventure qui commence il y a 1 an et demi et qui attire déjà un grand nombre de touristes. En 2024, ils enregistrent 60% de taux de remplissage, un chiffre plus que satisfaisant pour une première année d'exercice. En Angleterre, Italie, Moyen-Orient, on a des gens qui viennent de partout dans le monde. On a des Allemands, des Néerlandais, des Anglais. On a des gens qui sont venus des États-Unis, de Dubaï, voire du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Donc ça fait très plaisir. Et si la création de ce gîte ancré dans le patrimoine local est possible, c'est aussi grâce à un partenariat avec la communauté de communes. Depuis 3 ans, on est aussi à la recherche et friand d'hébergements insolites avec une petite bonification par rapport aux aides accordées. Des gîtes insolites qui attirent de plus en plus de touristes. On a une richesse ici en Moselle. C'est une volonté peut-être d'immersion, d'être plus en accord et plus, d'être immergé dans le lieu dans lequel on se trouve, d'être en accord avec ce qu'on va visiter et ce qu'on aime tout simplement. Ce gîte insolite attire touristes et locaux
pour une escapade au cœur de l'histoire de la Moselle. C'est par amour pour le patrimoine que Thomas et Margot ont acheté ce terrain en 2023 à Kemplich, sur la ligne Maginot. On a racheté donc le terrain de 5 hectares et la fortification qu'il y a dessus et en dessous. Ce qui se trouve derrière moi, c'est l'entrée mixte de l'ouvrage du Coucou. Donc il faut savoir que sur la colline, on a l'ouvrage d'infanterie du Coucou qui est composé de 2 blocs. Donc dans les 2 blocs, on a ce bloc d'entrée où transitaient le matériel, les munitions et les hommes. Et du côté allemand, du côté du village de Monron, on a le bloc de combat qui est armé des mitrailleuses et des canons anti-chars. Notre but, c'est de vouloir remettre cet ouvrage en valeur pour pouvoir promouvoir notre patrimoine local et puis faire ressortir de terre l'ouvrage du Coucou. Mais pour y parvenir, des fonds sont nécessaires. Pour cela, le couple originaire du secteur s'est lancé dans la location d'un logement insolite sur le site. En dehors de la coque extérieure, cette tiny house de 15 mètres carrés a été entièrement aménagée par leurs soins. Alors ici, on a l'espace entrée. Donc ici, on peut directement mettre nos chaussures dans les étagères qui sont prévues ici. On a aussi donc une penderie pour mettre les manteaux et mettre les bagages justement ici. Là, on a un espace salon, salle à manger. Donc tout est modulable. On a une table qui se déplie. Donc on peut avancer au besoin près du canapé s'il y a 4 personnes, parce qu'ici on a 2 tabourets, et ces 2 tabourets proviennent du fort. Douche, toilette sèche ou encore cuisine équipée, le logement peut accueillir jusqu'à 4 voyageurs. On est assez éloigné du village, donc tout ce qui est électricité, ça provient des panneaux solaires. Et ici, donc en dessous de cette partie de la cuisine, c'est tout ce qui est le local technique, on va dire. Donc on a tout ce qui est batterie onduleur, on a une pompe, donc parce qu'elle est complètement autonome, donc on récupère l'eau de pluie du toit, qu'on récupère dans une cuve souple de 3000 litres juste en dessous de la tiny. Et après, avec une pompe, ça alimente tous les robinets de la tiny. Côté décoration, des éléments rappellent le fort, situé quelques mètres plus loin seulement, de quoi ravir les visiteurs. On a environ 30% de taux d'occupation sur tous les derniers mois, depuis l'ouverture en septembre 2024. On a beaucoup de couples qui viennent pour profiter du calme et de la nature, pour pouvoir un peu se déconnecter. On a aussi des familles qui viennent pour également profiter de ce calme. Au niveau des nationalités, on a beaucoup d'Allemands qui viennent. Les seconds visiteurs, c'est des personnes des Pays-Bas. On a également des Belges qui viennent et on a eu aussi quelques Anglais qui sont arrivés. Mais c'est vrai que les Français restent minoritaires. Quelle que soit leur nationalité, tous viennent chercher le calme dans cet écrin de verdure. On a une belle vue dégagée. Donc là, on va être éloigné du village de Kemplich parce qu'il est juste derrière le mont du Coucou. Mais ici, on peut voir donc au plus proche, c'est le village de Monron. Le village qu'on voit un peu plus loin par ici à gauche, c'est Sainte-Marguerite. Et quand le temps le permet, on voit les éoliennes qui se situent à Valvis. Donc on a une vue vraiment dégagée sur la nature, sur les champs. C'est calme, on entend les oiseaux, on voit beaucoup d'animaux. Donc c'est vrai que ce coin-là est assez sympathique. C'est vrai qu'en hiver, on avait quand même beaucoup de personnes qui profitaient du feu de camp ici. Margot et Thomas ont pour projet de développer ici d'autres logements afin de valoriser l'ouvrage du Mont Coucou et espérer pouvoir y faire dormir le public un jour ou l'autre.